technologique. Pourquoi? Je vous passe. Bon. Alors, vous proposez d'assurer à la naissance du futur receveur de greffe le contact avec le sein exogène véhiculant certaines cellules souches et immunocompétentes du ou des futurs donneurs choisis dans une cohorte homologue proche du bancaire. Proche ou bancaire. L'identification d'une telle cohorte suppose que des individus soient a priori identifiés. Bien entendu, c'est une évidence. Je ne vois pas en quoi ça constitue une difficulté. Identifiés comme futurs donneurs d'enfants à naître susceptibles d'être de futurs receveurs. Alors, je donne la conclusion. Cette approche, quoique séduisante, on est dans un problème épouvantable qu'on n'arrive pas à résoudre. On est séduit. On a des bases de données classiques que tout étudiant doit connaître et tout médecin aussi. Ça ne présente aucune discussion possible. Ce sont des données acquises, dogmatiques, doctrinales, enseignées, et ainsi de suite. Cette approche, quoique séduisante, se heurte, comme vous le voyez, à des obstacles financiers et éthiques insurmontables dans l'état actuel de nos connaissances. Quand une chose devant un tel problème, quand on est séduit, quand on n'a pas d'objection autre qu'une objection financière, on se demande laquelle. Mais quelle objection financière? Ça va coûter quoi? Puisqu'on est en train de faire, un fichier portant sur des dizaines et des milliers, des dizaines de milliers d'individus, des centaines de milliers d'individus, et dont on sait que ça ne débordera sur rien du tout, enfin pratiquement. Et on n'hésite pas à faire, s'il y a quelques finances pour faire ce fichier, on n'hésite pas à les mettre là. Et éthique, lesquelles? Est-ce qu'il est immoral de permettre d'avoir des greffes d'organes avec une procédure d'une totale innocuité, et avec uniquement des donneurs volontaires, qui ne sont pas compatibles, immunologiques, donc qui peuvent être trouvés largement dans la population, puisque ça ne nécessite pas d'être de la famille, d'être le frère, ou de ceci ou de cela. Ça nécessite d'être le voisin, vous comprenez. Éthique et financier. Et voilà comment on enterre une solution. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune erreur. Vous pouvez reprendre des choses qui ont été dites il y a 30 ou 40 ans. Bon, la plupart, les 2/3 ou les 3/4 ont passé au classicisme, sans trop faire de vagues, ce qui était d'ailleurs Mais il n'y a pas un endroit, on peut se dire, même pour un détail, là vous vous êtes trompé. On ne s'est jamais trompé. Et quand on se connaît, on est les premiers étonnés de ça. Parce qu'on se demande comment on a pu faire de ne pas se tromper. Et je crois que il faut voir les choses simplement. C'est parce que comme on n'est pas sûr de soi, il a fallu qu'on accède à l'évidence. Quand on a accédé à l'évidence, on ne peut plus se tromper. Nous étions très modestes et nous avions toutes les raisons de l'être. L'un était généraliste, l'autre était ceci ou cela, ou ainsi de suite. Donc, on ne pouvait avancer des choses qu'arriver à l'évidence, au moment où il n'y a plus d'objection. C'était un facteur de solidité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très curieux. Moins on est savant, plus on est acculé à ne pas se tromper. Vous comprenez? Un savant, ça peut se tromper. Il s'en fiche, c'est pas tout ça, il est savant, il domine tout ça, et sa parole, les paroles d'évangile, on mettra 20, 30 ans pour se rendre compte qu'il s'est fiché dedans, mais il sera mort, ou il sera à la retraite, ou ceci ou cela. Tandis que le pauvre ignare que nous étions,
enfin ignares jusqu'à un certain point, il ne faut pas exagérer, n'est-ce pas? Mais les étions n'ont pas cette liberté de comportement et de décision quand ils écrivent au ministre qui lui proposait telle ou telle chose, ou au président de la République, quand il est Pierre Delahousse a été convoqué en 2 mois, il a été convoqué 5 fois à l'Élysée. Avant que le président Poher, qui assurait l'intérim de la présidence de la République, n'envoie son ambassadeur itinérant aux États-Unis. Il ne peut pas aller 5 fois à l'Élysée alors qu'il est généraliste à Roubaix, sans avoir quelque chose d'archi solide, parce que dès la seconde fois, vous comprenez? Il n'y a rien de plus vexant pour quelqu'un qui fait carrière de se rendre compte qu'il a ignoré ou oublié une donnée dont on exige la connaissance au baccalauréat Bac D, section D. C'est ce qui est arrivé pour l'immunité. La tolérance immunitaire, c'est une donnée dont on interroge les candidats au baccalauréat. Quand vous êtes un immunologiste mondialement connu, et qu'on vous apporte une chose que les bacheliers doivent savoir s'ils veulent passer leurs examens, leur examen, vous voyez à quel point c'est navrant pour lui et humiliant. Et on comprend qu'il y a une réaction de rejet. Il ne peut pas rejeter la chose puisqu'elle est classique. Donc il rejette les gens qui apportent la chose. Vous comprenez? Les vérités scientifiques finissent toujours par s'imposer parce que la vérité ne triomphe jamais. Mais ses ennemis finissent par mourir. Max Planck, prix Nobel de physique, 1918. Et c'est très très vrai. C'est-à-dire que des gens normalement constitués, dès lors qu'on aborde des problèmes où peuvent être mis en cause leur situation, ce pourquoi ils ont travaillé, avec comment dirais-je, des espoirs extrêmement légitimes de parvenir et ainsi de suite, et qui brusquement voient que leur voie de recherche est inhibée, qu'il faut y mettre une fin, qu'il faut changer, qu'il faut varier, que ça vient de ceci, cela, c'est extrêmement dérangeant et on comprend très bien. Moi, je comprends très bien cette situation. C'est pour ça qu'on cherche à gagner du temps, à ne pas faire de vagues sociales. Pour les politiques qui ont compris, ils sont tout à fait au courant, n'est-ce pas? Mais eux-mêmes ne cherchent pas à avoir confronter des vagues sociales. Donc, et ils ne peuvent pas non plus prendre des décisions, vous voyez, Mitterrand ou autres, quand ils ont fait la concertation nationale sur le cancer, quand tout le monde a essayé, Poher, quand il a été, tout le monde a essayé. Mitterrand a voulu passer par le pays, Poher a voulu passer par les États-Unis, ainsi de suite. Ils ont tous essayé, mais ils ne peuvent pas aller comme ça, prendre publiquement des positions ou des décisions, et ainsi de suite, qu'ils savent absolument indispensables, mais s'ils n'ont pas le support de une petite oligarchie, de quelques-uns, n'est-ce pas, qui ont misé leur carrière sur une certaine voie et qui brusquement des voies qui se trouvent défaillantes d'un coup. Ils ne peuvent pas, ils sont inhibés. Et comme c'est toujours les mêmes que vous retrouvez dans toutes les commissions, parce que ce sont des gens qui font carrière et on ne peut pas leur reprocher. Donc chaque fois qu'il y a une commission, il y a une présidence de commission, ils s'y mettent et ainsi de suite. C'est toujours les mêmes, il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Mais ils détiennent non seulement leur propre carrière, leur accès à des fauteuils, des ceci, des cela, des académies, et ainsi de suite, mais ils conditionnent la carrière de leurs subordonnés. Ils ne peuvent rien dire ni rien faire. Donc il suffit d'une petite oligarchie, j'allais dire minable, mais c'est pas le terme, minuscule, pour tout bloquer. C'est ce qui s'est passé. Contre l'avis des institutions, l'avis non pas chuchoté, pas du tout, écrit, défini, et ainsi de suite. Mais ça, je ne peux ni ne veux rentrer dans de telles considérations d'ordre sociologique, psychologique, et ainsi de suite. C'est pas mon job.
Même ça, cette biologie, ça n'est même pas mon job. Moi, j'ai été un praticien. C'est tout. Il y a simplement que, à partir du moment où un gosse va tomber dans la myopathie et qu'on peut l'éviter et qu'on ne le fait pas, qu'on ne fait pas tout ce qu'on peut, ben, je considère qu'on est un salaud. Et je suis un type pas très moral, mais je ne suis pas un salaud, c'est tout.